Quand on est entrepreneur, des opportunités, on nous en donne tout le temps. Et c'est là le piège. On a forcément envie de tout tenter. Quand on a une opportunité, on a envie de s'investir dedans, sauf qu'on peut pas se démultiplier. Et au final, on arrive à un stade où on n'arrive pas à performer dans tout. C'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. T'as envie de tous les saisir, sauf que ça demande du temps, de l'investissement, de l'énergie, du travail, et les résultats seront pas forcément rapides. Il faut le temps d'installer cette zone avant de constamment sauter, plus grand. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir raison? Il y a un dicton qui dit que la fierté, c'est l'excuse de ceux qui n'aiment pas assez. Si vous aimez la personne en face, travaillez sur vous, ne refaites pas ça, parce que ça ne vaut pas le coup de toute façon, sous prétexte de vouloir avoir raison. Et que même si vous avez raison, de toute façon, ça ne vaut pas le coup de... Et bonjour à tous et bienvenue encore pour un nouvel épisode du podcast de Grandir par l'entrepreneuriat. Bonjour. Un plaisir de t'avoir à nouveau. Et puis, Plaisir partagé. On va pouvoir avancer sur des sujets comme notre dernière séance, un peu en mode freestyle. Freestyle, ok. Voilà, exactement. En mode tant développement personnel que entrepreneuriat, que relations, que on va dire un micmac un peu de tout ça. Ok. Et écoute, je voulais avancer justement sur le côté développement personnel parce que dernièrement, il y a des étapes qu'on a rencontrées, des épreuves, des prises de position, des prises de décision, des changements de vie qui ont été amorcés, notamment pour toi, en l'occurrence. Alors, à voir où est-ce que ça mènera. Je dois en parler? Non. Mais tu peux parler de comment tu as géré ça. Et c'est là où je voulais aller, puisque en réalité, il y a toujours des périodes où on n'est peut-être pas satisfait de la direction où on va, où on est un peu frustré, où on doit prendre des décisions. Et je peux donner l'exemple, par exemple, dans mon cas, où moi, en l'occurrence, côté entrepreneurial, j'ai plusieurs activités, plusieurs sociétés, plusieurs projets que j'affectionne, de près ou de loin, en tout cas, à une certaine mesure, où il y a des éléments qui quand même me passionnent et qui me donnent envie. Mais quand on a beaucoup trop d'activités, donc là, à savoir un projet A avec un projet B, avec un projet C, avec un projet D et un numéro E qui arrive et qui demande beaucoup d'énergie, en fait, c'est impossible de garder l'énergie sur tous les projets. Et moi, je me suis retrouvé vraiment dans la situation où j'étais frustré de ne pas pouvoir avancer sur des projets que, malgré tout, j'étais prêt à laisser de côté, en tout cas pendant un temps, mais frustré de ne pas pouvoir les faire tenir à la hauteur que j'aimerais. C'est-à-dire que, entre guillemets, le minimum syndical, si je puis dire, de ce que je voulais de ces projets-là, je ne pouvais pas le maintenir. Et du coup, il a fallu arriver à des prises de position, à des prises de décision, et à savoir qu'est-ce que je mets de côté, qu'est-ce que je mets pas de côté, où est-ce que je mets mon énergie, et comment je m'organise surtout pour la suite. Parce que si aujourd'hui j'ai des problématiques de ne pas savoir me concentrer, que ça me frustre, que ça impacte mon énergie, que je suis pas satisfait, que bref, c'est un cercle vicieux, comment je fais pour prendre une décision pour que demain, je refasse pas le même schéma, je me retrouve pas à nouveau dans le même scénario. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet. Et là, moi, dans mon cas, en fait, il a simplement fallu accepter que certains projets, j'allais devoir les abandonner. Alors, je mets le mot parce que c'est finalement ce que je me dis, encore à l'heure actuelle. Hein. Alors qu'en soi, c'est pas tant un abandon qu'un changement de direction. Oui, exactement. Mais dans ta tête, bien sûr, je comprends. À ce jour, c'est encore ça. J'ai encore le point de vue où je dois abandonner des projets, littéralement les laisser tomber, pour me mettre plus intensément dans les projets qui sont du coup les plus pertinents. Et il y a aussi une notion de 80-20. On dit souvent que 80% des résultats viennent de 20% des efforts. Et la question, c'est trouver justement ce 20% d'efforts qui me ramène 80% des résultats. Et l'idée, c'était ça aussi, c'était de me dire où est-ce que j'ai ces résultats, est-ce que cet endroit où j'ai ces résultats me plaît. Si la réponse est oui, et c'est celui-là qui doit être prépondérant. Et donc finalement, c'est ce que j'ai fait. Et donc il y a eu une restructuration tout doucement qui se fait, qui est en train de se faire, qui se fait de manière progressive. Et ça, c'est des étapes de vie que vous allez forcément rencontrer, que ce soit dans un point de vue pro, finalement. Donc là, par exemple, moi, au niveau entrepreneurial, au niveau des différents projets, entreprises, parce que faut le savoir, hein, quand on est entrepreneur, des opportunités, on nous en donne tout le temps. Hein. Et c'est là le piège. C'est là le piège. Mais je comprends, parce que oui, en effet... Bon, je comprends. Ah mais oui, mais parce que on a forcément envie de tout tenter. Quand on a une opportunité, on se dit, forcément, ça nous galvanise, on trouve ça hyper intéressant, on a envie de s'investir dedans, sauf qu'on ne peut pas se démultiplier. Et en fait, au bout d'un moment, on est là à
à se disperser et on est en totale effervescence, on est dans tous les sens. Et au final, on arrive à un stade où on n'arrive pas à performer en fait dans tout. C'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. Et c'est très frustrant. Sachant que quand tu vois plein d'opportunités et que tu as plein de projets qui s'offrent à toi, tu as envie de tous les saisir, sauf que ça demande du temps, de l'investissement, de l'énergie, du travail, et les résultats ne seront pas forcément rapides. Donc en fait, il y a un moment, c'est hyper intéressant, on apprend plein de nouvelles choses, on développe plein de nouvelles compétences, on se forme sur des tas de choses, on est hyper excité à l'idée du nouveau. Et il y a un moment où ça devient frustrant d'avoir, entre guillemets, un peu un pied dans chaque chose, mais de ne pas pouvoir y aller totalement parce qu'en fait, on est retenu ailleurs. Et je pense que oui, ça, il faut vraiment travailler dessus. Je pense, encore une fois, chacun le gère à sa manière, qu'il y a un moment où la zone d'expansion qu'on a pour sortir de sa zone de connu, elle doit être calibrée. Faire le grand saut une fois, c'est hyper intéressant parce qu'on est en expansion, mais en fait, il y a un moment où il faut installer cette zone. Donc, imaginons notre zone du connu, c'est ça. On va l'agrandir. Il faut le temps d'installer cette zone avant de constamment sauter, plus grand, parce qu'à la fin, en fait, on arrive à un point, en fait, on ne sait plus où on est. Et je pense qu'on a besoin, à un moment, de consolider les fondations de ce qu'on met en place pour vraiment pouvoir voir le chemin accompli et pouvoir prendre une direction qui est peut-être plus alignée avec nous. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'il y a toujours des nouvelles opportunités, on a envie d'y aller à chaque fois. Et en fait, il y a un moment, il faut savoir se raisonner et se dire non. Là... Oui, c'est hyper intéressant. Quand il m'en a parlé avec passion. Je vois trop ce que je pourrais amener là-dedans, c'est sûr et tout, je pourrais faire un truc génial. Ok, bien sûr, mais ça, personne n'en doute. Mais est-ce que tu dois le faire maintenant ? Et ça me fait rebondir sur justement ce que tu dis de savoir prendre du recul, savoir analyser ce qui nous plaît réellement, etc. dans toutes ces opportunités, parce qu'on en aura tout le temps. Mais moi, j'ai aussi une vision qui me pousse à dire, avec le recul, essayer... Il faut, en fait, finalement, essayer pour savoir, en fait, si ça nous plaît ou non. Et en fait, c'est ça, vraiment, la finalité, c'est savoir si ça nous plaît ou non. Parce que des fois, on va avoir des trucs où on est bon, on a du résultat à la hauteur de ce qu'il est, peu importe, petit, moyen, voilà. Et donc, du coup, on se dit, je vais pas laisser ça me fait du résultat. Et alors que finalement, on n'est pas réellement dans ce qui nous plaît le plus. On n'est pas dans ce qui nous fait surperformer. Et par contre, d'avoir essayé nous a permis de se rendre compte. Et c'est à ce moment-là où il faut prendre des décisions. Parce que moi, c'est là, en fait, finalement, où j'ai été pris dans un entre-deux, où j'ai cumulé pas mal d'activités qui me plaisent, lequel je suis surperformant et le meilleur, je commence à voir et ça se dessine. Mais comme j'aime à peu près tout, c'est juste une question de cadre, finalement, une question d'à quelle hauteur je me sens le plus à l'aise, etc. Et donc, finalement, le fait d'avoir ça, et de l'analyser et de se rendre compte que, ok, c'est finalement ce qu'il me faut ou ce qu'il ne me faut pas, ça me permet de faire du tri. Mais il y a eu obligation, et ça, je vous invite à le faire, c'est de tester toutes ces opportunités et de faire le fameux tri du 80-20, finalement. Ok, lequel on surperforme, lequel on est le meilleur et on sent le mieux, c'est ce 80% de résultats, logiquement, comparé au reste. Et ok, c'est peut-être ça pendant une période aussi, mais peut-être que dans une autre période, ce sera encore autre chose. Donc, c'est relativement pertinent de savoir... trier finalement tout ce qu'on a dans toutes ces opportunités de ce qui nous correspond pour pouvoir en tirer le meilleur. Mais, je rajoute encore un élément, en tirer le meilleur, mais en tirer le meilleur par rapport à son rythme de vie et son étape de vie. Et puis, c'est ce qu'on aime réellement. Parce que c'est pareil, il ne faut pas non plus toujours aller chercher le bonheur ailleurs, dans le sens où il ne faut pas non plus à chaque fois se dire « oui, mais ça va me plaire davantage ». Des fois, il faut aussi, plutôt que de chercher quelque chose qui est totalement en dehors de sa zone de connu et qui va certes être très challengeant parce que c'est nouveau et que c'est excitant, et peut-être aussi des fois revenir à sa zone d'expertise pour la faire progresser et se challenger sur quelque chose pour lequel on est en maîtrise à notre niveau et se dire est-ce qu'on peut pas faire passer ça au step supérieur. Et ça peut être hyper intéressant. Moi, je sais que c'est un peu là-dedans que je suis en ce moment. Un virage, ouais. Et en fait, un moment, c'est se dire...
Oui, ok, c'est hyper intéressant d'être un peu dans tout ça, mais à un moment, j'ai senti que vraiment, mentalement, j'étais fatiguée. Et je comprenais pas pourquoi. Je me suis dit, est-ce que j'ai une carence en quelque chose? Et en fait, je pense que j'étais fatiguée de pas avoir dans lequel il y avait des opportunités, en tout cas, d'apporter plus et de monter. Parce qu'à chaque fois, je voyais, ok, le projet, mais comment derrière j'évolue et quelle est la progression qui me sera accordée là-dedans. Quelle est la marge de croissance personnelle que tu voyais dans tel ou tel élément? Je cherche le mot qui ne me vient absolument pas. Pour moi, marge de croissance personnelle, c'est bien. Ça reflète bien. Si j'ai bien compris ce que tu veux partager. Oui, mais je sais qu'il y a un mot adapté, mais là... En tous les cas, c'est vrai que là, toi, tu es dans un virage où justement, tu as fait le choix de retourner vers tes expertises passées. Oui, ne me porte pas l'œil. Non, je ne donne pas de détails. Tu as fait le choix de retourner vers tes expertises passées. Comment ça se matérialisera, on verra, finalement. Mais parce que aussi, c'est ce qui te passionnait. Ouais. Et c'est même plus une notion, alors dans ton cas, d'argent. Ah non, t'as bien vu. Pas une seconde. Et d'ailleurs, c'était très drôle. Hein. Oui, non, mais... Non, mais quand j'ai raconté, du coup, à Anaïs, oui. Elle me dit, mais est-ce que ça me surprend? Non, ben oui. Et donc, finalement, c'est même pas réellement une notion d'argent. Alors, bien sûr, il faut payer les factures, il faut tenir le rythme de vie, etc. Logiquement, ça rentrera dans les cas, c'est pas trop sujet. Mais il y a vraiment cette notion de tu vas aller redévelopper, creuser ton expertise, améliorer ta passion. Et finalement, sur le process, maintenant que tu connais tout ce que tu connais, je pense que tu auras encore plus moyen d'élargir ce que tu fais. Et on verra comment, on travaillera ensemble le comment, mais je pense qu'aujourd'hui, tu as la compétence de pouvoir amener un supplément à ce qu'il y aura en plan, on va dire A, je vais appeler ça comme ça, un supplément d'amener au plan A, pas un plan B, mais plutôt un A bis. Un A bis, voilà, c'est ça. Oui. Et parce que c'est pas une notion de changer le plan, finalement, c'est une notion de l'élargir. Et finalement, on a moyen de faire ça avec ce que tu sais et ce que tu connais maintenant aujourd'hui, avec ta croissance entrepreneuriale que tu as eue. Et là où c'est complètement dingue, c'est que je pense que finalement, c'est le même chemin. Quand je fais le bilan de ces 2 dernières années, tout ce que j'ai pu acquérir de nouveau, tout ce que j'ai pu développer de nouveau, à travers l'entrepreneuriat, à travers les différents domaines dans lesquels j'ai eu la chance de pouvoir travailler et me développer, m'ont fait gagner des compétences qui m'ont peut-être mieux préparé à élargir mon expertise pour pouvoir encore passer un step et pouvoir grandir beaucoup plus encore. Et en fait, peut-être qu'il y a 2 ans, finalement, j'étais pas prête à ça. Et vraiment, je pense que finalement, il y a 2 ans, je me serais lancée mécaniquement de principe, sans avoir vraiment... Enfin, j'aurais mis en place la forme parce que c'était une continuité plutôt logique. Mais le fond n'était peut-être pas suffisamment... solide. Dévoué. Tu vois, il n'y avait peut-être pas Il a fallu que j'expérimente peut-être d'autres choses pour aussi pouvoir ressentir le manque, de me dire, oui, ça c'est quelque chose que j'aime, ça c'est quelque chose qui me plaît, sans me dire à ce moment-là, forcément... j'aimerais y retourner. Non, c'était une constatation de me dire, ouais, c'est vrai que ça, c'est quelque chose dans lequel vraiment je me sens bien. C'est quelque chose dans lequel je sens que j'ai beaucoup de choses à apporter. Et là, le fait d'avoir une nouvelle opportunité où je me dis, mais en fait, tu peux rassembler tout ça, mais peut-être qu'il fallait que ça vienne maintenant, tu vois. Parce qu'il y a 2 ans, j'aurais pas une seconde envisagé ces opportunités-là. Ouais. Parce que j'en avais pas la connaissance. Et parce que, de toute manière, ça dépassait le spectre de ce que je pouvais concevoir à mon niveau d'il y a 2 ans. Et c'est là où je me dis, oui, il y a eu un gap, quoi. Il y a eu une énorme progression. Et c'est là où moi j'aime à penser, et ça c'est ma manière de voir, et je vais peut-être l'échanger, la partager un peu plus là, mais la vie est bien faite. La vie est bien faite et... Tout est toujours parfait. Oui, ça c'est le livre que tu as lu en l'occurrence. Mais moi c'est vrai que je considère que les choses se passent réellement telles qu'elles doivent se passer. Et alors, il y a des personnes qui sont croyantes, il y en a qui ne le sont pas. On va dire d'un terme religieux ou même de croyance, on parle de foi finalement. Et le fait d'avoir foi en la vie, en ce qu'elle propose, en ce qui arrive, en ce qui te challenge,
Et de se rendre compte par moment aussi, parce que c'est bien de se rendre compte qu'il y a des choses mauvaises qui nous sont arrivées, mais pour une bonne chose, ou pas nécessairement mauvaises, mais des choses qui ont été challengeantes, qui sont arrivées pour une raison qui nous était propice à notre croissance. Eh bien, garder cette foi et garder la croyance que les choses sont bien faites et qu'elles doivent se passer telles qu'elles se passent, ça permet aussi de relativiser sur certaines situations, mais surtout d'avoir de la gratitude pour ce qui arrive et ce qui approche. Mais c'est indispensable. Je pense que la gratitude, c'est ce qui nous fait tout dépasser. Parce que ça nous fait, dans des cas du quotidien, pouvoir porter attention sur les belles choses qui nous entourent et avoir au quotidien de la gratitude pour même les petites choses, fait que lorsqu'il y aura un élément perturbateur, on aura beaucoup plus de petites choses auxquelles s'accrocher. Et finalement, c'est ce qui va nous maintenir. Et le jour où il y aura, on le souhaite à personne, mais potentiellement ça peut arriver, un réel stress traumatique, quelque chose de très dur, quelque chose qui va vous impacter et qui est normal d'être impacté. Vraiment, je pense à quelque chose de dur. Avoir travaillé son esprit, son état d'esprit au quotidien pour avoir facilement faire de la gratitude un réflexe de vie, je pense que ça peut vraiment aider à remonter la pente beaucoup plus vite suite à des événements qui sont très durs. Au même titre que des fois, ça peut sembler dur parce que on s'est préparé, tu vois, c'est un truc bête. C'est pas du tout quelque chose de traumatisant, mais c'est quelque chose qui m'a impacté. C'est les 10 kilomètres. Il y avait le 10 km de Lisbonne qui était prévu. Avec le départ sur le pont qui ressemble au pont de San Francisco, évidemment. Pont du 25 avril. Pont que j'ai toujours voulu traverser à pied. Le parcours, tout était parfait. Vraiment, c'est quelque chose, ce 10 km incroyable. J'ai chauffé littéralement tout le monde. Moi, le premier. À le faire. Ça, c'est pas facile, sachez-le. Mais c'est même pire, c'est que du coup, on a organisé... vous avez organisé le séminaire de la société de l'époque sur ces dates-là pour que toute l'équipe puisse participer à ce 10 km. Exactement. Gros challenge. Vraiment, j'ai embarqué tout le monde avec moi. Allez hop, on y va. Et presque tout le monde y est allé, sachez-le. Et je me suis préparée, je me suis entraînée, tout ce qu'il faut. Et 10 jours avant, même pas, non, une semaine avant. Ouais, même pas. Une semaine avant, je me bloque le cou. Mais je me bloque le cou, m'énerve, médicaments, voilà. J'ai tout essayé, ostéopathe, extrêmement bonne ostéopathe d'ailleurs. Vraiment, j'ai tout tenté et il n'y avait pas moyen de participer. Et ouais, franchement, ça m'a un peu contrariée. Sachant que du coup, le mot est faible, mais qui disait séminaire disait aussi plein d'autres activités, notamment le surf, des choses comme ça. Donc tout ça, pas possible avec le cou bloqué. Et là, je me suis dit, bon, c'est frustrant, je m'y suis préparée, j'en avais envie, ça arrive là. Et ce moment-là où il faut relativiser parce que finalement, ok, j'allais peut-être pas pouvoir y participer, mais j'ai quand même ressenti l'ambiance parce qu'on est venu vous soutenir. Finalement, on a passé un bon moment, on était ensemble. Et se rattacher à ça, c'est important. Et se dire que c'est pas fini, il y aura d'autres opportunités. Et peut-être que en fait, le vrai challenge était dans le fait déjà de me mettre en mouvement pour me préparer à ça. Peut-être que c'était pas cet accomplissement-là en tant que tel. Peut-être que c'est pas l'accomplissement que je devais réaliser cette année. Peut-être qu'il me manquait des choses que j'avais besoin d'avoir votre retour à vous pour pouvoir mieux l'appréhender. Par exemple, le trajet pour aller au début de la course, le fait qu'il y avait énormément de monde, qu'il faisait très chaud. Peut-être que j'étais pas... peut-être que j'avais besoin de m'y préparer psychologiquement et je m'étais peut-être préparée uniquement physiquement, mais peut-être pas aussi sur l'aspect vraiment plus mental, au fait que ce soit une course. En même temps, il y avait le semi-marathon, donc avec énormément de personnes. Peut-être que c'est quelque chose qui aurait pu me perturber parce que c'est pas quelque chose que j'avais appréhendé. Donc peut-être que finalement, j'aurais mal vécu ce moment parce que j'aurais pas potentiellement été suffisamment préparée. Tout ça, c'est des suppositions, bien sûr. Peut-être que ce serait très bien passé. Mais en tout cas, je sais que, certes, je n'y ai pas participé là,
mais ça ne m'a pas découragée d'y participer la prochaine fois. Et je sais que ça m'a apporté des connaissances qui vont renforcer ma prochaine expérience. Et je pense que c'est très lié à la notion d'attente. On a déjà eu plusieurs fois la discussion et c'est vrai que je trouve que c'est un sujet qui est extrêmement important de savoir nous-mêmes, à titre personnel, manager, c'est pas le mot peut-être, gérer nos attentes. Parce qu'en fait, je vais reprendre ton exemple parce que c'est un très bon exemple. Tu avais l'attente de faire une course sur laquelle tu allais vivre un moment incroyable et donc la barre de tes attentes était extrêmement élevée. Disons que je m'étais challengée sur le temps. Puisque je m'étais préparée, j'avais envie de dépasser mes limites sur ce jour-là. Donc des attentes élevées. Ouais. J'y reviens. L'important, c'est de dire ça, c'est de savoir à quelle hauteur on situe nos attentes. Ça peut concerner n'importe quel sujet, finalement. Là, on a donné l'exemple par rapport à la course, mais demain, on va faire un voyage, on veut partir, je sais pas, je vais prendre un voyage qu'on a peut-être déjà fait en Égypte. Égypte, on a des attentes, mais... non, mais là, tu peux incroyable. pas... Non, mais si, je vais le donner, cet exemple. Ah ouais. On est parti en Égypte, on a des attentes incroyables. L'Égypte, vous savez ce que ça représente, c'est vraiment l'Égypte antique, c'est les pyramides, c'est... Pour nous, c'était ça. Oui, voilà, le Nil, c'est toutes ces énergies qui sont en fait incroyables, historiquement parlant et culturellement parlant. Et donc des attentes hyper élevées quand tu pars là-bas. Et puis, il y a... T'es confronté à la réalité. Voilà, réalité qui est tout autre. Bon, on va pas parler mal de l'Égypte pour autant, non, et puis on va pas être mais sur ça, et puis voilà. extrêmement déçu, extrêmement impacté, avec un besoin rapide, malgré les émotions fortes, positives aussi qu'on a vécues là-bas, avec un besoin rapide de rentrer. Ah oui. Pardon. Un besoin rapide de rentrer, vous l'aurez compris. Mais en fait, ça a été aussi de notre faute indirectement, parce qu'on a eu beaucoup d'attentes dans ce voyage. On avait beaucoup d'espoir, on avait vraiment l'envie de vivre ces choses-là, qui, pour bien des raisons, se sont pas passées comme on aurait aimé à bien des endroits et à bien des moments. Mais on a eu des attentes qui étaient élevées. Alors que finalement, je pense... Alors, je suis d'accord, mais pas que. Ok, on avait des attentes élevées, mais sur un plan humain, je pense qu'on n'était juste pas préparés. Bien sûr. Parce que c'était pas des attentes. Pour nous, ça nous semblait... Il y a eu un peu des deux, c'est un mix des deux. Ouais. Parce que dans des tas de pays où on a eu la chance de pouvoir se rendre, c'est vrai qu'on a toujours réussi à tisser un lien humain avec les personnes qu'on a eu la chance de rencontrer. Donc dans ce cas-là, on reviendra sur le sujet si tu veux après. Du coup, c'était pas tant une attente, on n'espérait pas ça. En fait, sur le coup, on n'était juste pas préparés au fait de potentiellement ne pas le retrouver. Là, on reviendra sur le côté relations humaines, parce que là, c'est vraiment le côté attente que je veux mettre en avant. Donc du coup, bon, il y a évidemment ce mix-là, mais côté attente. Je vais prendre un autre exemple. Quand on va dans une destination où, pour le coup, on se fait un peu la surprise, l'un comme l'autre, finalement, on ne peut pas avoir d'attente. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'on découvre. Et je vais même prendre l'exemple des Maldives, pour le coup, où là, on savait qu'on y allait, mais il n'y avait pas trop d'attente parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre, finalement. Ça a toujours été l'image des trucs de rêve et tout, mais... Nous, on ne savait pas trop parce qu'on ne savait pas si ça allait nous parler, on ne savait pas, tu vois. Donc, il n'y avait pas finalement ces attentes. On savait qu'on allait vivre un truc potentiellement de fou, mais c'était dur à le matérialiser parce qu'on n'y était pas. Et on ne l'avait jamais vécu jusque-là. On avait vécu Punta Cana, qui était un peu différent. Pour le coup, on avait des attentes sans trop d'attentes. On s'est dit, bon, c'était notre premier voyage en plus ensemble, donc c'était relativement intéressant. Mais c'était plus la notion du nous. Relativement intéressant. Non, c'était génial. Oui, c'était génial. Mais je veux dire, c'est la notion du nous qui était impactée et non pas l'attente du lieu. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc du coup, comme on n'avait pas d'attente du lieu, disons que... on s'est laissé porter. Après, il n'y avait pas d'attente du lieu parce que, objectivement, c'était super. Et donc forcément, c'était... si ça s'était mal passé entre nous là-bas, ça aurait été un problème. Mais parce que tout était fait pour que ça se passe hyper bien aussi. Parce que c'était centré sur le nous. C'est là où, tu vois, je veux dire, l'attente était plus sur le nous. Et comme le nous s'est bien passé, pas de mauvaise surprise. Et savoir si on allait aimer les mêmes choses, avoir envie de faire les mêmes choses, quel allait être notre rapport à ce qui nous entoure. C'est sûr que si on s'était retrouvés là-bas et que j'avais découvert une face de toi qui aurait été très négative, très blasée, qui avait envie de rien, qui voulait rien faire, etc. Je ne pense pas qu'on serait là aujourd'hui. Besoin de rien, envie de toi. C'est autre chose. Donc, oui,
Et je suis d'accord. Et en fait, c'est pour ça, c'est la notion de l'attente, tout dépend où est-ce qu'on la met. Et je vais prendre un dernier exemple de voyage un peu surprise, dans un sens comme dans l'autre. Je vais prendre Prague. Et Incroyable. dans la foulée, Bali. Parce que là, vraiment, les deux voyages ont été surprises pour l'un comme pour l'autre. Donc, zéro attente. C'est-à-dire qu'on se laisse porter. Et finalement, on a vécu des moments incroyables. Mais vraiment, que ce soit Prague, qui est une ville qui est... Paris n'a rien à enlever... Prague n'a rien à envier à Paris. Ah ouais, non, vraiment. Prague, c'est magnifique. Et ou alors, justement, en l'occurrence, Bali, où là, pareil, full découverte. Voilà. Même moi qui l'ai préparé, je ne mettais pas non plus d'attente et j'étais très factuel, très pragmatique. Comme pour Prague, hein. Moi, j'avais un peu la pression entre... j'étais pas sûre que sur place... Tu vois, est-ce que... Ça, c'est la perception. Mais en fait, c'était incroyable. Oui, je finis sur le côté attente. Vraiment, aller à Prague, c'est dingue. Et tout ça pour dire qu'au niveau des attentes, en fait, finalement, plus vous mettez d'attente dans quelque chose, une situation, un projet, peu importe ce que c'est, finalement, un moment, plus vous avez de chances d'être déçu. Et c'est factuel, hein. Regardez toutes les fois où vous vous êtes dit « Ah, ça va être incroyable », vous y êtes allé, vous vous êtes dit « Ah bah ouais, bon, finalement, c'était pas fou, quoi ». Même un film, c'est un bon exemple. Une série, c'est un super bon exemple. Sauf pour Dexter. Sauf pour Dexter. Sauf la dernière saison de New Blood. Oui, mais elle n'existe pas, celle-là. Et donc, du coup, prenez maintenant l'exemple contraire. Vous n'avez pas d'attente. Vous vous faites embarquer à une soirée, c'était pas du tout prévu, vous y arrivez avec des potes et vous passez une soirée incroyable. C'est souvent comme ça. Le même exemple, vous allez voir un film, vous n'étiez pas convaincu du truc, vous savez même pas si vous aviez envie d'y aller, vous y allez, incroyable. Ou je reprends encore un autre exemple, un voyage où vous avez la surprise, on vous dit pas, ok, vous y arrivez et vous vous dites waouh, des événements magnifiques, des partages magnifiques, ou même vous attendez pas, et je vais prendre encore un autre exemple, vous attendez pas à vous mettre en couple. Et en fait, vous tombez sur une personne incroyable. Non, mais c'est vrai. Et là, c'est relation passionnelle, c'est bon, tout ce qui va avec. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a énormément de choses où, quand on met des attentes, on va être déçu. Oui. Et énormément de choses où, à l'inverse, si vous ne mettez pas d'attente, vous serez relativement satisfait et reconnaissant de ne pas avoir anticipé en fait ce qui s'est passé. Et c'est un peu cette notion du moment présent et de plutôt que de se faire des schémas, des films à l'avance, bah simplement vivre les choses et se laisser porter et ne pas se faire de plan sur la comète parce que vivre le moment présent. Ben on va plus faire en sorte de broyer du noir que de se tirer vers le haut et de se faire des bons souvenirs. Même si toutefois vous aviez des attentes élevées sur quelque chose, parce qu'il y a des choses... Oui, le mariage. Oh. Sujet. Je pensais pas à ça, mais je pensais pas à ça du tout. Pourquoi tu pensais à ça? Ça va faire... Ah, je repensais à des copains que tu sais très bien. Si toutefois parce qu'on peut pas non plus tout contrôler. Il y a des choses, on nous le dit et ça nous fait rêver, on s'y projette tout de suite et inconsciemment on crée des attentes. Il y a des choses, on n'a pas le contrôle de tout. T'as un exemple pour matérialiser? Je pense à certains voyages où c'est plus fort que nous parce qu'on a été là, le Japon, par exemple. On va au Japon dans quelques mois. Voilà, c'est une culture qui nous parle à tous les deux. Forcément, on a des attentes. Ah ben, on a des attentes élevées de ouf. On ne sait pas à quoi s'attendre. Mais après, il y a un côté où on ne sait pas à quoi s'attendre. Cependant, je pense que parce que c'est pour ça, on ne peut pas toujours se dire « j'ai pas d'attente et on verra ». L'important, c'est, lorsque vous avez des attentes, raccrochez-vous à tout ce qui va dans ce sens-là. Cas concret, vous avez prévu d'aller faire un voyage dans tel endroit et vous arrivez là-bas. Je pense par exemple, alors je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je pense à Santorini, comment ça s'appelle Santorini, oui. En Grèce? Oui. Bon. C'est un lieu qui est certes très beau, mais il y a énormément de monde. Ouais. Vous avez deux choses. Soit vous vous laissez accabler par le nombre de touristes, par le monde qui est là, et vous passez à côté de l'expérience d'y être. Soit vous dites, oui, bah, j'y suis. Et vous allez forcément trouver un moyen de vous trouver votre petite place à vous, malgré ce monde. Il y aura forcément un petit spot, un petit endroit, un petit truc inexploré, un petit truc à découvrir par vous-même et pour vous. Et c'est sur ça qu'il faut s'accrocher.
En vrai, je pense que rien ne peut être totalement blanc ou totalement noir. Exactement. Et c'est hyper important. On a fait des voyages qui étaient idylliques, et pour autant, il y a des fois, oui, il y aurait pu avoir des petits couacs, et on a juste décidé de ne pas s'arrêter dessus. Et à contrario, on a fait des voyages qui nous ont impactés plutôt négativement, et pourtant on a fait le choix d'en rire et de se raccrocher à ce qu'il y avait de mieux là-bas. Donc en fait, je pense que c'est quand même une question d'état d'esprit. Qu'est-ce que vous allez chercher et vous, dans quel état d'esprit vous vous mettez? Et là, oui, je vois ce que tu veux dire. La manière de gérer cette situation. Alors, du coup, je vais faire le lien avec ce que tu dis. Ouais. Juste, ne volez pas de voiturettes en Égypte. Enfin, si, faites-le, mais ne vous faites pas prendre. Enfin, arrêtez-vous quand on vous le demande, quoi. Ouais. Il me semblerait que c'est ce que vous avez fait, madame, n'est-ce pas? Oui. Ah, il avait laissé les clés sur la voiturette. Ça explique tout, hein, vous voyez bien. Je vais lier du coup la notion des attentes avec cette notion de gestion de la situation, parce qu'en effet, de base, l'idée c'était, tu as des attentes, bah, tu vas te faire du mal, t'as pas d'attente, tu te feras pas de mal. Ce qui est en partie vrai, dans la majorité des cas. Par contre, dans le cas où tu pars avec des attentes, tu peux quand même bien le gérer, comme tu l'as dit, grâce à la gestion des émotions, savoir sur quoi tu concentres ton énergie, et plutôt se concentrer sur les bons moments finalement. Et que ce soit lié aux attentes ou pas finalement, mais chercher ces moments qui sont les moments qui nous font du bien, et donc savoir réagir dans le bon sens. Parce que finalement, peu importe ce qui se passe dans la vie, peu importe la situation, peu importe l'interaction, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est notre réaction qui va faire qu'on va ressortir quelque chose de bon ou pas. Carrément. Et même quand c'est négatif. Et même justement quand c'est négatif. Tu vois, tu parlais le cas d'un film qui est pas, sur lequel vous n'avez pas d'attente, et finalement il est génial. Des fois, vous n'avez pas d'attente sur un film et il est mauvais. Oui. Non mais, tu vois. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit juste, purée, j'ai perdu mon temps? Mais non, vaut mieux en rire. Franchement, moi, quand c'est comme ça, j'adore tourner les choses à la dérision. Surtout que généralement, quand c'est comme ça, je pense que le mieux, c'est de se focaliser sur les personnes avec qui on vit le moment. Et derrière, faites-en une blague entre vous. Et oui, et là, vous en rigolez. Enfin, ça, c'est parce que t'es une rigolote, toi. C'est une rigolote. T'es une rigolote. Mais tu vois, oui. mais parce que sinon, quoi, bah oui, ok, je le saurais, c'est pas un film que je vais recommander. Ouais, non, mais clairement. Et donc, voilà. Il fallait que je le voie pour le savoir. Voilà, j'ai appris quelque chose. Exactement. Après, posez-vous quand même la question toujours de savoir si vous avez bien compris le film. Parce que des fois, c'est ça aussi. Ça peut arriver. Mais des fois, tu passes à côté du sujet. Ouais, exactement. Aussi, tu vois. Selon ton état d'esprit, il y a des choses, quand tu les revois une seconde fois, par un biais du sort, tu te dis... déjà ça, moi, comme quoi, enfin, on disait tout à l'heure, la vie est bien faite. Quand il y a quelque chose, un film ou une série sur laquelle vous n'avez pas accroché, et voilà, soit vous en avez gardé un mauvais souvenir, soit si c'est une série, vous n'avez pas été au bout parce que vous n'étiez pas dedans. Et que vous ne savez pas pourquoi, mais ça se représente sur votre route. Donnez une seconde chance. Généralement, c'est parce qu'il y avait un truc à voir, dans un sens ou dans l'autre, mais il y a quelque chose qui va en émerger. Et généralement, c'est là où on se dit « Ah ouais, mais j'avais pas capté ça », mais parce que soit vous n'aviez pas forcément les références à l'époque, soit peut-être parce que vous n'étiez pas dans un état d'esprit qui permettait de recevoir l'information, parce que des fois, moi je le sais, il y a des films que je pense peuvent être très intéressants, mais je suis pas dans le mood de regarder tel style de film, par exemple. C'est pas pour autant que je tire un trait sur ce film. J'y reviendrai quand je serai dans un état d'esprit où je suis en capacité de le recevoir. Et ça, c'est un exemple qu'on donne beaucoup par rapport aux livres, notamment de développement personnel. Il y en a plein qu'on pourrait citer. Au livre tout court. Je donne plus développement personnel parce que c'est sur ceux que tu vas relire en général plusieurs fois. Un livre roman, tu vas pas nécessairement le lire plusieurs fois, sauf si tu es passionné de l'histoire. Eh bien, pas forcément, figure-toi. Tu vois, moi là-dessus, j'ai une autre théorie. Je finis du coup ce que je disais. Les livres de développement personnel, tout spécialement, je te laisserai dire ta perception ensuite vis-à-vis des autres livres. C'est des livres où, exemple, on commence à 18 ans, on découvre le développement personnel, on comprend rien, c'est un peu du charabia, on lit un livre. On se dit, ah ouais, c'était intéressant, j'ai appris des choses. Soit on se dit ça, soit on se dit le mec est totalement allumé. Admettons le mec qui reste ouvert au développement personnel. Ok. Voilà. Donc,
qui a quand même un état d'esprit d'essayer d'apprendre ce qu'il y a dedans. Il va apprendre des choses. Mais finalement, vous relisez le même livre 5 ans plus tard, ou même 3 ans plus tard, vous aurez vous-même avancé dans votre chemin personnel, dans votre croissance, dans votre gestion des émotions, votre compréhension de vous-même. Vous allez relire le même livre et vous avez l'impression que vous ne l'aurez même pas lu. Parce que finalement, la perception que vous avez vis-à-vis de ce que vous lisez sera totalement différente de ce que vous avez eu avant. Est-ce que votre réflexion personnelle aura évolué entre deux? Exactement. Et c'est là où c'est incroyable. Moi, je sais que mon livre qui m'a changé, entre guillemets, mon état d'esprit, c'est Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Ce livre-là, moi, le relire, j'adore parce qu'à chaque fois que je le relis, c'est pas souvent quand même, il faut être très terre à terre, mais à chaque fois que je le relis, j'ai vraiment une perception en me disant, putain, mais il y avait vraiment ça qui était noté dedans. Ah ouais, il est chaud quand même. Et en fait, cette perception me permet vraiment d'évoluer vis-à-vis de ça et de performer ma propre croissance par ma compréhension de ce que j'apprends et de ce que j'engrange. Parce que ça amène ta réflexion de plus en plus loin. Ouais. Mais je pense que c'est le cas avec tous les livres. Et par exemple, quand on est dans le système scolaire, on nous impose des lectures, des livres qui sont généralement des classiques. Rimbaud. Par exemple. Sauf que je pense que pour bon nombre de personnes, et j'en faisais partie, le moment où on nous amène ces lectures, nous n'avons pas la maturité de les comprendre. Ouais. On va les lire par obligation, on va les lire parce que derrière, il y aura une interrogation dessus, ou parce que voilà, c'est dans le cursus, ou alors il va y avoir le bac de français, ou... Mais on ne va pas les lire en étayant le sens qu'il y a derrière. Alors parfois, oui, parce que des fois, on va tomber sur un prof qui a la passion de ce livre et qui va pouvoir vous la transmettre et qui va vous amener une approche différente parce qu'il va vous faire étudier, il va vous poser des questions, il va vous faire développer votre réflexion sur l'œuvre en question. Mais si vous avez eu Madame Machu comme moi quand vous étiez en cours de français, je peux vous assurer que... Ne dis pas ça. Je ne sais pas si c'est son nom. J'ai dit comme ça, mais okay. Je crois pas que c'est son nom. Okay. Et que cette prof, il se trouve que c'est une ancienne école... qui est, je pense, finalement passionnée par ce qu'elle fait, mais qui ne sait pas le retransmettre et on a l'impression qu'elle vous en veut, c'est difficile de comprendre, en fait, finalement, l'apprentissage qu'il y a de ces livres. Et aussi parce que certaines... tu vois, je pense à l'œuvre de Zola. C'est extrêmement sombre. Moi, j'en ai un mauvais souvenir. J'en ai un très, 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 très mauvais souvenir. Mais parce que je pense que à l'âge où je l'ai lu, je n'avais pas la maturité de comprendre la psychologie du personnage. Et c'est pour ça que relire certaines œuvres classiques ou certains livres plus tard, quand on a aussi évolué dans notre progression personnelle et notre cheminement psychologique, ça peut ouvrir des portes et ça peut révéler des choses qu'on n'avait même pas imaginées. Et je pense que c'est valable pour n'importe quelle œuvre. Au même titre que des choses qui vous ont impacté il y a un certain nombre d'années n'auront peut-être plus le même impact aujourd'hui. À l'époque, vous l'avez peut-être trouvé incroyable, vous l'avez recommandé à tout le monde, et puis vous êtes resté sur ça et vous l'avez recommandé. Et vous le recommandez peut-être encore, sans tenir compte du step sur lesquels sont les autres et où vous êtes maintenant. Et les gens vont vous faire confiance et vont lire ce livre en disant « il m'a été recommandé et on est hyper alignés maintenant », sauf que ce livre-là, vous l'avez lu il y a 10 ans et si vous le relisez aujourd'hui, vous vous dites « waouh ». C'est un AV en fait. Pas forcément un AV. J'exagère le on trait ne peut pas volontairement. dire ça. Mais il n'est pas... Ne m'en veux pas, c'était une blague. Il n'est pas nourrissant. Il n'apporte rien de plus, rien de nouveau. Il n'apporte pas une perspective particulière. Il n'étaye pas la réflexion qu'on peut avoir sur le sujet. C'est des choses qui peuvent aujourd'hui vous sembler genre bateau. Ou alors, vous allez vous dire « Purée, j'ai cru que c'était hyper développé et depuis, j'ai lu plein d'autres livres. Et en fait, c'était peut-être pas la meilleure écriture qui existait. » Et c'est OK parce que chacun a son stade et voilà. Et à contrario, il y a des livres, je pense que oui, en effet, ils vous impacteront en effet toujours. Mais que ce soit du développement personnel ou autre. Il y a des livres, ils sont pas forcément... ils peuvent être dans la case roman et vous donner des leçons de vie incroyables. Le portrait de Dorian Gray, il est incroyable. Et c'est pas considéré comme du développement personnel.
mais c'est hyper représentatif d'une époque, d'un style de vie, d'une façon de voir, d'une manière de penser. Et c'est incroyable. Enfin, je trouvais ce livre génial. Enfin, tu vois, c'est sur des petits trucs, et pourtant, c'est des œuvres classiques que je pense un grand nombre de personnes ont lu ou pas lu, ont peut-être l'opportunité de lire un jour dans leur vie. Oui, exactement. Il est dans la bibliothèque. Très bien. Mais je ne compte pas le lire pour l'instant. Voilà, sache-le. Mais oui. Tout ça pour dire que finalement, on a toujours une perception à une période qui évolue avec le temps, que ce soit de films, que ce soit de bouquins, que ce soit de personnes même. Parce qu'en fait, on a toujours ce tempérament à vouloir cataloguer quelqu'un et considérer qu'il est tel qu'il est. Sauf que on reste souvent sur l'a priori qu'on a eu au départ. Et donc au niveau humain, c'est un peu dommage parce que finalement, des fois, on a un a priori parce qu'on a entendu par ici et là. Mais en fait, quand on fait réellement connaissance avec la personne, en fait, il se trouve que cette personne est réellement intéressante. Et il ne faut jamais avoir d'a priori sur les gens. Et qu'il y a beaucoup à apprendre d'elle et que c'est... non, pas d'a priori, madame a dit. On ne juge pas un livre à sa couverture. Exactement. Et donc finalement, peu importe le secteur de vie ou le sujet concerné, il y aura toujours cette notion de croissance de la réflexion, de notre réflexion, de notre perception et de notre avis. Et cet avis, c'est très bien qu'il change. Et ça va même au-delà de ça, je pense. Généralement, quand on émet d'office un jugement sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, et qu'on n'a même jamais échangé avec la personne, et que tout de suite on se fait un avis sur cette personne, c'est que généralement, c'est un effet miroir et ça nous confronte, nous, à des choses sur lesquelles on a besoin de travailler. Exactement. Et ça nous permet... Alors, si on est en capacité de se rendre compte, de voir, ok, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui me bloque sur ça, qu'est-ce qui fait que je considère que c'est une mauvaise personne, qu'est-ce qui me fait considérer que... Quelle technique c'est, ça, mon je amour? l'aime pas. Cadran d'Hoffman. Exactement, c'est tout à fait ce que j'allais dire. Mais ça, c'est une technique qui est incroyable. Posez-vous la question en trois choses que vous n'aimez pas chez cette personne. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi? Mais je peux pas, toi, je l'ai pas, ce ressenti. Non, mais il faut le faire sur des gens ou d'office, en fait. Qu'est-ce que j'aime pas chez toi? Mais non, c'est pas censé pouvoir faire ça. C'est une blague. Et là, dites-vous, si je devais prendre les... Donc là, vous faites ça sur 3 points, c'est déjà pas mal. 3, c'est déjà beaucoup. Demandez-vous, c'est quoi l'opposé? Non, mais on peut faire l'exercice. Moi, je pense à une personne. Ok. Tu me fais faire l'exercice. Vas-y, je te fais faire l'exercice. Comme ça, vous saurez un exemple et vous Alors, pourrez c'est compliqué, il n'y a rien pour écrire. Donc, on va essayer de le caler dans notre tête. Tu penses à cette personne, tu la visualises? Ouais. Donne-moi 3 adjectifs, 3 choses que tu n'aimes pas chez cette personne. En un mot. Hein. Tromperie. Je pense donc, que... infidélité. Infidélité. Jouer un rôle, je ne sais pas comment dire... se faire apparaître plus qu'on ne l'est et s'inventer un peu une vie en faisant croire aux autres qu'on est quelqu'un. Un mot. Et aide-moi à trouver ce mot. Je dirais la prétention. C'est pas tellement de la prétention du tout. Hypocrisie? Pas tellement, parce que la personne a l'air convaincue quand elle dit tout ça. Et elle pense qu'elle est plus que les autres. Donc comment on appelle ça? C'est de l'ego? Ah c'est prétentieux alors. Bon, on va dire prétentieux. Mais encore une fois, c'est ta perception. Ok. Ah oui, non, mais l'idée, c'est que tu as compris l'intention. Ok. C'est pas le mot que je donnerais vraiment pour décrire ça, mais c'est une mix de prétention et ego. Ok. Et il faudrait qu'on un note. Troisième. C'est hyper dur de le garder, mais ok. Et un troisième. On va y arriver, juste pour vous, on va y arriver. On le fait pour 2, on le fait sur 2 sinon. On le fait sur 2, ouais, c'est bien, c'est bien. Ok, l'opposé de l'infidélité, ce serait quoi? La fidélité, du coup. Ok. L'inverse de la prétention, ce serait? L'humilité. Ok. Donc ça, c'est 2 qualités qui te sont, toi, fondamentales et qui te tiennent à cœur de représenter et d'incarner. Oui. Donc ça, généralement, c'est ce que toi, tu incarnes. Ça, c'est notre premier step. Okay. Maintenant, pose-toi la question de quelqu'un qui serait... Alors, la fidélité, c'est différent parce que c'est pas un adjectif... Le respect... Mais on va rester sur cette idée-là. Quelqu'un qui, de manière exacerbée, resterait fidèle. Ça serait quoi? Quelqu'un de manière exacerbée qui resterait fidèle, en tout cas qui aurait un respect émotionnel de la personne avec qui il est. On va dire ça comme ça. En fait, il ferait tout bien et il ferait pas d'écart. En fait, c'est pas sur cet aspect-là qu'il faut que
que tu te penches, parce que là, tu es trop resté sur toi, ton spectre. Ok. Prends-le d'un spectre extérieur. Imaginons quelqu'un... imagine, toi et moi, on est ensemble. Ok. Je prendrai forcément ta défense Oui. parce que je te suis fidèle Oui. et que je te suis loyal. Oui. Même si tu fais une erreur. Oui. Certaines personnes, comment elles pourraient qualifier ça? Le fait que je sois toujours de ton côté et que malgré tu puisses faire n'importe quoi. Ah oui, c'est le canard, tu vois, on appelle ça faire le canard, mais c'est pas que ça, c'est si je reprends des termes, comment En fait, dire ça? Est-ce qu'on pourrait pas dire que du coup, ça trahit une certaine naïveté? Tu suis la personne aveuglément sans jamais remettre en question ce qu'elle est, ce qu'elle peut être, ce qu'elle peut représenter. T'es borné sur tes idées, tu peux être têtu, tu peux être... t'as peut-être plus de jugement personnel, t'es peut-être totalement voué à l'autre. Oui. Naïveté? Naïveté? Tu voudrais dire ça? C'est ça toi. peut s'entendre. Moi, ça me parle moins, mais ça peut s'entendre. En gros, oui, la naïveté de Comment de tu croire qualifierais quelqu'un, imaginons, la personne est fidèle à quelqu'un qui qui fait n'importe quoi. Imagine, même lui, d'ailleurs, peut-être potentiellement. Ah oui. Tu vois? Comment tu qualifierais cette personne? Ah bah, c'est pire que naïf, oui, c'est de la crédulité extrême. Crédulité. Ouais. Ok. On fait la même chose avec la prétention. Donc, humilité. Quelqu'un qui est humble de manière exacerbée, mais plus. Du manque de confiance. Manque de confiance. Ok. Très bien. Donc ça, du coup, maintenant, on va faire l'opposé de ça. On refait le chemin d'abord, le chemin pour les personnes qui ont... Ok. Donc, le premier, c'était l'infidélité. Infidélité. Donc, son contraire, la fidélité. Et donc, De dans manière l'extrême, exacerbée, crédulité. crédulité. L'autre, c'était prétention égo, un mix entre les deux. Donc, l'humilité, son contraire. Et de manière exacerbée, on a dit quoi? Manque de confiance Manque de en confiance soi. en soi. Le contraire d'un manque de confiance en soi, ce serait quoi? Le contraire d'un manque de confiance en soi, bah, ce serait de l'assurance. De l'assurance. Ouais. Très bien. Le contraire de quelqu'un qui serait crédule. Bah, ce serait quelqu'un qui est plutôt en compréhension, quelqu'un qui serait en compréhension des situations. Il serait capable de réagir et de s'adapter aux proactif. situations. Proactif, ok. Donc là-dessus, ça veut dire que c'est les deux choses sur lesquelles tu dois travailler. Ok. Parce que, en fait, quelqu'un qui est proactif et qui justement anticipe les situations et qui essaie de pouvoir toujours s'adapter au mieux et comprendre, être en compréhension de la situation pour pouvoir s'y adapter, de manière exacerbée sous stress, ça peut mener à une certaine forme d'infidélité. Pas forcément envers le partenaire, mais même envers des choix dans sa vie de manière générale. Okay. Et quelqu'un qui serait... c'était quoi le mot? Assuré. Quelqu'un qui a de l'assurance. Quelqu'un qui sait où il va, de manière exacerbée sous stress, va potentiellement, pour certains, donner l'image d'être quelqu'un de prétentieux. Ça veut dire que ça, c'est les deux choses sur lesquelles tu dois travailler. L'assurance et... c'était quoi l'autre que tu as donné? Alors, quand on note pas, c'est une catastrophe. Oui, l'assurance et la proactivité. Donc ça, c'est deux choses sur lesquelles tu dois travailler, parce que ça veut dire que tu n'es pas à l'aise avec ces deux sujets-là, parce que tu as peur de tomber dans un extrême ou dans l'autre. Et généralement, c'est ça que nous renvoient les personnes sur lesquelles qu'on va juger par rapport à ça. C'est parce que ça nous ramène, nous, à ce qui n'est pas encore... les sujets sur lesquels on a besoin de travailler et avec lesquels on n'est pas encore à l'aise. Ouais, et puis, alors c'est intéressant parce que du coup, l'assurance, c'est quelque chose que je travaille constamment du coup, donc ça veut dire qu'il faut que je continue dans ce sens, donc c'est bien. Et le côté proactivité, pareil, c'est quelque chose que j'essaie aussi de travailler constamment et de ne pas me faire prendre de cours. Bon. Voilà, et là, tout, ça t'amène sur un autre sujet sur lequel je sais que tu travailles énormément et sur lequel tu progresses chaque jour, c'est sur ton impatience. Ah oui. Parce que du coup, comme tu veux travailler ça, ça en concomitance. Du coup, je sais que je sais que tu as envie de travailler sur ce sujet-là, sur ce point-là, parce que tu t'es rendu compte qu'en effet, il y avait peut-être des petites choses à améliorer. Et moi, je vois que tu t'améliores sur ça. Chaque jour. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Donc là, c'était un petit exemple par rapport au cadran d'Hoffman. Hoffman, c'est vraiment O-F-M-A-N. O-F-M-A-N, très simple. Et donc, pour le coup, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez, vous, travailler sur ça par rapport à des situations où vous allez vouloir juger autrui. Mais quoi qu'il arrive,
voyez vraiment votre jugement par rapport à autrui vis-à-vis de ce que ça reflète chez vous-même. Ce cadran est intéressant. Sans pousser ça, dites-vous bien que si vous êtes mauvais envers quelqu'un, si ça vous pique ce qui se passe et vous êtes négatif envers la personne, c'est qu'il y a quelque chose à travailler et que, une fois travaillé, vous arriverez à vous grandir et comprendre, mieux vous comprendre et mieux vous améliorer. Comprendre et avoir... ça ne veut pas dire que vous serez super amis et super proches avec cette personne qui a déclenché ça chez vous. C'est pas l'idée. Mais vous serez en compréhension et vous serez peut-être aussi plus apaisé, peut-être moins catégorique et peut-être moins dans le jugement aussi. Parce que des fois, on juge à tort parce que en fait, ça déclenche quelque chose chez nous. Et finalement, remercier cette personne qui vous a amené sur ces challenges que vous devez développer pour vous. En fait, ils ont mis le doigt, ils ont mis en lumière quelque chose qui vous sera salutaire. Exactement. Donc, merci à eux, mine de rien, parce que le fait que ça vous pique vous permet de travailler sur vous, sur des éléments que vous n'auriez pas décelés sinon. Ou sur lesquels vous êtes dans le déni, parce que c'est plus facile de le voir chez les autres que de le voir chez soi. Exactement. Donc, tout ce sur quoi vous êtes un peu catégorique, dur, comme ça, et envers les gens, eh bien, posez-vous la question. Pourquoi ? Et vous allez petit à petit pouvoir travailler encore plus sur vous, en tout cas si c'est l'intention, et si vous souhaitez devenir quelqu'un qui est plus aligné, plus serein, plus heureux, parce que finalement c'est ça, si on est moins piqué, tiqué par ce qui se passe autour de nous, par ce que font les gens, et plus en acceptation de ce qui est, avec plus d'empathie, et bien finalement en général on est beaucoup plus heureux parce que ça nous impacte moins, et on est en capacité même d'aider des personnes qui nous auraient récalcitré dans d'autres moments. Et donc, j'aime beaucoup ce mot. Récalcitré ? Ouais. Donc voilà, faites ça, faites ce petit cadran d'Hoffman, ce sera vraiment bénéfique pour vous. Et ouais. Est-ce que tu as un autre exemple comme ça, d'autres études ou qui peuvent être intéressants vraiment pour déceler les éléments de soi qui sont à travailler ? Alors oui, ça demande un peu plus de travail, parce que forcément, comme on disait, quand ça vient de quelque chose d'externe, on le voit plus facilement que quand ça nous concerne nous. Mais il y a aussi plein de choses qu'on peut faire déjà en introspection personnelle. Ça demande d'être honnête avec soi-même. Et des fois, c'est difficile parce qu'on va se chercher des excuses, on va se chercher des arguments. Et sans nul doute qu'il y en a. Bien évidemment, puisque c'est ce qui a motivé vos actions. Mais des fois, lorsque vous réagissez mal, il faut aussi se remettre en question et se poser la question par rapport à ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est important, parfois, quand vous réagissez mal, c'est généralement vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Il faut absolument que cette personne n'hésite pas à dire à la personne « Écoute, là, ce que tu m'as dit, ça m'a blessé. Ton comportement, il m'a impacté. Je tenais à te le dire. Je sais que c'était pas mal intentionné, mais moi, je l'ai pris comme ça. Et ça va faire progresser la personne en face. Parce que la personne en face, quand elle se rend compte, ah oui, ok, bien évidemment que je ne voulais pas te blesser. Je comprends que ça t'ait blessé. Avec le recul, je me dis qu'il y avait d'autres manières de gérer ça. Quand j'ai dit ça ou quand j'ai fait ça, c'est parce que moi-même, j'étais extrêmement mal à l'aise. Je ne savais plus gérer la situation. Et ma réaction a été ça, mais parce que dans ma volonté personnelle, je pensais que ça allait un peu décomplexer le truc ou alléger le truc, et ça n'a pas marché. Je ferai attention à l'avenir et je vais y travailler, et ça va vous amener à trouver des solutions, des choses, des petites phrases ou des petits comportements que vous allez pouvoir appliquer à vous-même quand vous êtes mal à l'aise ou quand vous n'en pouvez plus d'une situation, que vous voulez vous dégager de quelque chose dans laquelle vous êtes dans l'inconfort, ou tout simplement pour lequel vous n'êtes pas d'accord et vous n'avez pas envie de changer d'avis, et bien juste se dire « Ok, on n'est pas d'accord et passons à autre chose ». Et des fois, c'est difficile quand on sent l'énergie de la personne en face qui peut se montrer insistante ou qui va peut-être essayer de prendre trop de place ou d'en faire trop. Généralement, on ne sait plus comment réagir face à ça. Et bien, trouvez-vous des techniques. Se dire, oui, là, j'ai mal réagi, ça m'a poussé à réagir comme ça, mais pourquoi ? Ok, parce que là, je ne suis pas d'accord. Et que j'ai eu le sentiment que la personne essayait de me convaincre. Moi, je sais que, par exemple, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé.
Des fois, je réagissais mal parce que j'avais le sentiment que la personne en face, de toute façon, c'était pas une discussion, c'était pas un débat, c'était totalement stérile parce que ni l'une ni l'autre n'avait la possibilité ou l'envie de changer d'avis, par exemple. Ce qu'on appelle juste un désaccord. Et en fait, c'est juste OK d'être en désaccord parfois avec les gens. Et j'avais le sentiment que la personne voulait me convaincre et qu'elle insistait. Et face à ça, j'ai dû réfléchir à une solution pour m'en sortir. Forcé de reconnaître que le simple... OK, d'accord. N'aide pas. OK, si tu veux. Non, ça n'aide pas. Ne faites pas ça parce que vous allez heurter la personne en face. Il y a des personnes avec qui vous allez pouvoir vous permettre de dire « Bon, allez, stop, allez, c'est bon, c'est rien. Viens, on passe à autre chose. » Parce que vous êtes suffisamment proche et que la personne va dire « Oui, OK, en effet, viens, on passe à autre chose. » Il y a des personnes, si vous faites ça, ça passera pas. Trouvez une technique qui puisse s'adapter à n'importe quel environnement, avec n'importe quelle personne. Des choses qui vous ressemblent quand même, avec lesquelles vous êtes suffisamment à l'aise pour pouvoir le mettre en place facilement. Ça peut être... alors des fois, vraiment, ça peut même être un comportement qui va être considéré comme la fuite. Fuyez simplement la conversation ou l'espace. Ah, excuse-moi, je reviens après. Des fois, ça peut être simplement ça. Hein. Des fois, ça aide. Hein. Et il n'y a pas de mal à le faire. Hein. Non, vraiment, vaut mieux ça plutôt que se fâcher avec quelqu'un. Hein. Parfois, c'est peut-être un moindre mal. Vas-y, je te laisse finir. Ou alors, des fois, ça va être... non, mais alors, je suis désolée, ça n'a rien à voir. Je sais pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai pensé à un truc et je voulais avoir ton avis. Et comme ça, vous raccordez la personne parce que vous la mettez en situation où vous prenez en compte son avis, parce que ce qu'elle vous dit... Généralement, si vous discutez avec la personne, c'est que la personne vous est quand même importante et c'est quelqu'un pour qui vous avez un minimum d'estime. Sinon, vous aurez coupé court depuis longtemps. Je voulais avoir ton avis sur ça parce que je sais que, par exemple, tu as travaillé sur un sujet qui était lié ou je sais que tu t'es intéressé à ça. J'aimerais avoir ton retour sur ça. Et hop, comme ça, on passe à autre chose et on se remet sur un axe où on est plus en phase avec la personne. Et après, souvenez-vous de ce qui s'est passé pour simplement pas remettre les pieds dans le plat. S'il y a un sujet avec lequel vous savez que vous n'êtes pas en accord, et ben c'est OK. Vous pouvez pas être d'accord avec tout, sur tout le monde, surtout avec tout le monde. Et concentrez-vous sur ce qui vous unit plutôt que sur ce qui vous divise. Ouais, et là, je rebondis parce que dans le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, donc il dit souvent laissez l'autre avoir raison. Et en fait, finalement, pourquoi est-ce que dans une discussion, on devrait avoir raison ? Ben oui. En fait, même laisser la raison à l'autre, même si on n'est pas d'accord, est relativement intéressant parce que vous apprenez de sa perception à lui. Et vous êtes conscient que sa perception n'est pas unique puisque vous avez un avis divergent. Bien sûr. Mais au moins, vous n'allez pas vous mettre en conflit avec une personne qui est en face de vous, n'est pas en accord avec vous. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de pousser votre argumentaire, vous tâtez le terrain, voir si la personne est ouverte à entendre une autre perception. Si elle l'est, tant mieux, vous allez pouvoir échanger et non plus débattre et non plus convaincre, etc. Mais si la personne est fermée à ça, bah vous lui laissez avoir raison. Et vous pouvez le faire très facilement. Il suffit de dire « Ah, mais c'est une perspective intéressante, j'avais pas vu ça comme ça. » Rien que ça suffit. Vous n'êtes ni d'accord, ni pas d'accord avec la personne. Vous acceptez juste une autre manière de voir les choses. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir raison ? Parce que... c'est de l'ego, après. Exactement. Finalement, il y a beaucoup de gens qui veulent, dans une discussion, sortir avec le dernier mot. Mais à quoi ça sert ? Hormis à flatter votre ego, hormis montrer que vous êtes le plus fort, le meilleur, le machin, tout ce que vous voulez. Donc, ego. On devrait l'écrire en gros, là. Ego. Hormis alimenter ça... Ego, pardon. Hormis alimenter ça, ça ne sert strictement à rien. Donc, finalement, le but, c'est quoi ? C'est d'améliorer la relation avec les gens, c'est de bien s'entendre, d'apprendre des choses. Et bien donc, écoutons ce que disent les autres, ne cherchons pas à dire ce qu'on a envie de dire pour avoir raison, et prenons ce qu'il y a à apprendre dans les discussions, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre de trucs, de perceptions différentes, qui finalement, si ça se trouve, vous allez très vite voir que vous n'êtes pas la science infuse, que la personne, elle a potentiellement quelque chose de vrai à partager, et en général, ceux qui ont quelque chose de vrai à partager, ils sont très ouverts d'esprit, donc vous pourrez échanger avec eux. Il y a un dicton, je ne l'ai plus littéralement, mais en gros qui dit « Ouvrez vos oreilles plutôt que votre bouche, parce que vous n'apprendrez rien, car rien ne rentrera dans vos oreilles si vous avez la bouche ouverte. » Ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, bah c'est l'idée de « on a 2 oreilles et une bouche hein. ». On doit entendre 2 fois plus et écouter 2 fois plus qu'on ne doit parler. Donc ça, c'est aussi simple que c'est... Des fois, ça peut être difficile, ça peut demander... et puis des fois, il y aura des loupés. Travaillez dessus.
Ça, de toute façon, le travail n'est jamais fini. Améliorez-vous chaque jour. Améliorez-vous chaque jour. Non, il faut que je pense à regarder. Améliorez-vous chaque jour, ça doit être votre seul leitmotiv. Parce que personne n'est parfait et personne n'a vocation de l'être, de toute façon. Mais si on peut être un peu meilleur et au moins ne pas refaire les mêmes erreurs, alors on aura avancé. Exactement. Et ça lie un petit peu aussi à tout ce qu'on disait, c'est grandir soi-même, se faire confiance, apprendre à avancer, à accepter ce qu'on rencontre, ce qu'on traverse. Et ouais, le fait finalement de savoir voir en autrui une source d'apprentissage pour nous-mêmes, ben, ça évite d'être déjà isolé tout seul dans notre coin et de penser qu'on est que nous dans nos problématiques, mais surtout de comprendre ce qui se passe en face grâce à eux et le comprendre pour soi. Surtout si c'est des personnes auxquelles vous tenez. Il y a un dicton qui dit que la fierté, c'est l'excuse de ceux qui n'aiment pas assez. Si vous aimez la personne en face, excusez-vous, travaillez sur vous, ne refaites pas ça, parce que ça ne vaut pas le coup de toute façon de gâcher parfois une belle relation sous prétexte de vouloir avoir raison, alors que déjà vous n'avez pas forcément raison. Et que même si vous avez raison, de toute façon, ça ne vaut pas le coup de gaspiller ou de gâcher parfois une relation sous motif de fierté. Exactement. Au même titre que si jamais vous êtes dans la situation inverse, parce que là, on est parti du principe que vous êtes la personne qui a fauté. Au sens, voilà. Si vous êtes dans le schéma inverse et que vous êtes face à une personne qui ne gère pas correctement à ce moment-là, ne remettez pas tout en cause à cause de ça. Au contraire, parlez-en avec la personne, laissez passer parfois à chaud, oui, c'est compliqué, mais avec un peu de recul. Et reparlez-en avec la personne. Aidez-la justement à ne pas rester là-dedans, parce que parfois, ça se trouve, la personne ne s'est même pas rendu compte du tort qu'elle a pu vous causer. Et acceptez aussi que personne n'est parfait, et le principe même des relations saines et des relations proches, c'est d'aider l'autre à devenir une meilleure version, enfin même pas une meilleure version de lui-même, parce que il va pas changer, mais... C'est même le pardon de ce qui a été fait. Et aider la personne à dépasser ça et à devenir meilleure, oui. Parce que, bon, alors bien sûr, je parle pas de quelque chose voilà, qui se répéterait en permanence, parce que là, sinon, c'est plus une erreur. Ouais, voilà, là, c'est volontaire. Mais quelque chose de ponctuel, ouais. Quelque chose, oui, de ponctuel. Ou alors, parce que c'est pareil, parfois, certaines choses se répètent, mais vous n'en avez jamais parlé avec la personne. Donc la personne, si ça se trouve, ne s'en est jamais rendu compte. Parce qu'avec d'autres personnes, ça se passe comme ça, et c'est OK, et ça se passe très bien, parce que personne n'a la même sensibilité, ou qu'il y a des liens et des affinités qui font qu'on peut parfois se permettre plus de choses avec certaines personnes qu'avec d'autres. Ça vient aussi savoir aussi poser ses limites pour que la personne en face ait la possibilité aussi de s'y conformer. Vous ne pouvez pas attendre d'une personne qu'elle respecte vos limites si vous ne les avez pas posées. Vous ne pouvez pas après vous offusquer de dire « Non, mais là, tu te rends compte, tu ne m'as pas respecté » si la personne en face ne s'est même pas rendue compte qu'elle n'avait pas respecté vos limites parce que vous ne les avez jamais données. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une communication qui se fasse. Et je pense que c'est là, d'ailleurs, où on voit vraiment l'amitié. Et c'est là que vous allez déceler les vraies personnes avec lesquelles vous allez être proche. C'est-à-dire ces personnes avec qui vous êtes en capacité de passer la tempête, de vous remettre chacun en question et de reconnaître que chacun, pas que d'un côté ou que de l'autre. C'est pas que les autres, c'est pas que vous. Une relation, c'est minimum 2 personnes. Hein. Voilà, c'est que chacun reconnaît ses erreurs et que il est désolé de ça, parce qu'il faut quand même être désolé. C'est pas ah ouais, j'ai fait des erreurs, mais je m'en bats un peu les couilles. Non, c'est j'ai fait des erreurs et je suis désolé, foncièrement, hein, bien sûr. Et bien là, c'est là que vous allez vraiment déceler les personnes qui peuvent réellement être alignées avec vous, qui peuvent vous suivre dans votre croissance de vie et dans votre vie tout court, parce que c'est des personnes qui vont continuer à grandir en même temps que vous. Carrément. Et ces gens-là, ce sera, on vous le souhaite, des gens qui vous seront à l'avenir toujours proches. Carrément. Donc vraiment, comptez sur ces gens-là et aidez-les autant qu'eux vous aideront, c'est sûr et certain. De toute façon, dites-vous bien que si vous êtes dans un cercle où vous n'avez rien à apprendre de personne,
c'est que vous n'êtes pas dans le bon cercle. Ouais. On dit souvent, si tu es le plus intelligent, parce que bon, on peut mesurer qu'à l'intelligence dans cet élément-là, mais si tu es le plus intelligent de la salle, c'est que tu n'es pas à ta place, sors de la salle. Bah, ça, c'est un fait aussi. Mais si tu es le plus intelligent, à quoi ça sert que tu sois là? Non, tu dois être avec des gens qui doivent te tirer vers le haut, qui doivent t'apprendre. Au même titre que vous aussi, vous avez... c'est dans les deux sens. Hein. Vous êtes là aussi pour apporter. Hein. Vous n'êtes pas là que pour prendre. Que ce soit un échange. Ouais, exactement. Moi, j'aime bien être le moins intelligent des fois des échanges parce que c'est le meilleur moyen de se révéler. Exactement. On apprend plus et on se révèle aussi parce que, en fait, c'est juste une perception de se sentir moins intelligent finalement parce qu'on aura des domaines où on sera plus. Exactement. Il faut que chacun ait son domaine d'expertise, bien sûr. C'est ça. Et vraiment, on a opportunité dans ces cercles-là de se tirer beaucoup vers le haut. Donc, au même titre que parfois les opposés se trouvent vraiment bien parce que justement, ils s'équilibrent. Moi, je le sais, et d'ailleurs, coup du sort, mais je pense à Anaïs. Elle est née exactement le même jour que toi. Oui. Et c'est vrai que sur des traits de personnalité, vous avez des trucs en commun. Non, mais c'est vrai. Et par exemple, je sais que moi, je peux être quelqu'un qui peut attendre très longtemps, donner sa chance très longtemps à des personnes. Et ça peut être parfois très long. Et à contrario, que ce 10 ans plus tard, ou que ce soit toi ou que ce soit Anaïs, vous êtes des gens qui sont beaucoup plus... vous êtes radical dans votre manière de faire. Ouais. Parfois, peut-être trop. Parfois, peut-être trop. Je le reconnais. Et du coup, c'est un bon équilibre. Parce que du coup, moi, je vous amène peut-être un peu plus de flexibilité et vous m'amenez un peu plus de rigueur. Et c'est pour ça que ne cherchez pas forcément des gens qui sont exactement comme vous. Pas à 100%. Parce que sinon, vous n'allez pas travailler sur ce qui vous fait défaut. Ouais. Non, mais vraiment, sur ce côté-là, justement, tu vois, tout à l'heure, on faisait l'exercice du cadran d'Hoffman. Donc la personne, justement, je l'ai en tête. J'avais une perception très catégorique de par cette personne, envers cette personne plutôt. Et de par, du coup, ce travail, justement, sur ces éléments d'assurance et de proactivité, j'ai pris un certain recul. Et en fait, j'ai pris cet exemple-là parce que je sais que j'avais déjà commencé le chemin avec cette personne-là, du coup. Et donc, finalement, je sais que moi, ça m'a fait grandir. Et ici, c'est toi qui étais peut-être trop laxiste à certains points vis-à-vis de cette personne. Moi qui étais beaucoup plus dur et catégorique vis-à-vis de ça. Mais aujourd'hui, finalement, l'un comme l'autre, on a su trouver l'équilibre pour mettre comment on dit, mettre de l'eau. Toi, tu mets de l'eau dans ton vin. Dans mon vin, ouais. Et moi, je mets du vin dans mon eau. Voilà, exactement. Mais finalement, ou de la sauce soja d'ailleurs. Tiens, on a vu ou de la sauce soja dans mon vin rouge. Oui. Faut qu'on teste. Mais tout ça pour dire, finalement, on a su trouver l'équilibre et vis-à-vis de cette personne-là, qui peut-être, d'un point de vue ou d'un autre, l'un comme l'autre, on devait avoir raison de nos points de vue. Eh bien, en fait, un équilibre se forme. Eh ben, un équilibre se forme et c'est ce qui permet d'en tirer le meilleur parce que du coup, on apprend malgré tout de la situation de la personne, on apprend de nos ressentis vis-à-vis de ça et de nos réactions pour en tirer le meilleur. Et du coup, donc là, parce je me centre sur toi parce qu'on est parti de tes perceptions. Oui. Peut-être aussi que tu t'es dit, oui, tel comportement, en fait, c'était pas de la prétention, c'était peut-être que c'était de l'assurance maladroite ou mal gérée aussi, des fois, c'est ça. Et c'est en fait accorder le bénéfice du doute à la personne. Plutôt que tout de suite partir en se disant que c'était mal intentionné, peut-être juste remettre le bénéfice du doute. Et puis la personne peut avoir des éléments où, en effet, ça me sort par les yeux, et pour autant avoir d'autres éléments où elle sera pertinente. Donc, en fait, c'est ça le problème. Je viens de capter un truc. Moi, j'accorde le bénéfice du doute trop longtemps. Trop longtemps et trop facilement. Tu as des personnes, ils t'ont prouvé par l'exemple à plusieurs reprises que non. C'est vrai que j'ai cette faculté... Faculté, oui, on va le dire comme ça. Cette... Capacité. Parce que j'ai pas facilité. En fait, j'ai pas envie d'y mettre une connotation ni négative ni positive. C'est ni facile, ni bien ni mal, mais j'ai facilité. Cette facilité à accorder le bénéfice du doute. Mon premier réflexe, c'est vrai que ce sera forcément de me dire ça peut pas être volontaire. Tu vois, mais là, j'entends la voix de ma mère dans ma tête qui me dit on n'est pas au pays des bisounours ici. Exactement. Mais c'est fou, hein. Et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir aussi s'entourer
de personnes qui vous... Parce que ça peut être à la fois... C'est à double tranchant. Ça peut être à la fois une qualité et un défaut. Parce que tu imagines bien que ça n'amène pas que des bonnes choses. Parfois oui, parfois non. Et c'est là où c'est important de savoir bien s'entourer et de personnes qui ont conscience de la manière, de la personnalité de l'autre pour aussi pouvoir parfois tirer la sonnette d'alarme ou parfois pouvoir se dire oui, bah là, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Mais c'est pour ça que l'entourage est important et d'avoir un entourage qui est capable de vous accepter avec vos qualités et vos défauts, comme vous êtes tout simplement. Exactement. Et je reviens dessus parce que moi, ça a été ça, c'est quelque chose que je me rends compte dernièrement où j'ai bien évolué dessus, c'est que j'avais beaucoup aussi ce côté opposé. Toi, tu as la facilité à donner le bénéfice du doute. Et moi, j'ai facilité à rester axé sur ce qui est mauvais de la personne et pas assez regarder les bons côtés. Et finalement, je vois qu'avec le temps, ça change un peu, je m'en rends compte. Et dans certaines situations, au moment où ça se passe, je m'en rends compte. Donc en gros, j'ai diminué la prise de conscience en termes de durée. Donc ce qui fait que cette prise de conscience de comment je réagis vis-à-vis d'une situation se réduit. Donc je peux la travailler beaucoup plus vite. Ce qui fait que la phase de croissance est beaucoup plus grande aussi. Et ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup et qui est important de travailler parce qu'on a souvent l'occasion, quand quelque chose ne nous plaît pas, nous a froissé, de voir le diable en la personne, directement. C'est-à-dire, ça y est, c'est la mauvaise personne, c'est tout mauvais, c'est tout négatif, elle est comme ça, et ça la représente, et c'est une mauvaise personne, c'est pas quelqu'un bien pour nous, etc., 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 etc. Ça peut durer longtemps, hein. Selon les personnes... Etc. Etc. Selon les personnes, ça peut être vraiment... etc. S'inventer toute une vie, en fait, vis-à-vis de la personne et une perception. Et j'ai été comme ça plus jeune. J'ai eu ce travail vis-à-vis du temps, grâce au temps plutôt, de réduire cette durée d'impact négatif d'une personne et d'accepter plutôt parce que si c'est des choses qui nous ont froissés, qui nous ont blessés, il y a une notion où il faut pardonner la personne quand même. Et donc ce pardon me vient beaucoup plus vite. Parce que ça peut me blesser sans que la personne soit au courant aussi. Ça, c'est un détail. Mais donc, du coup, pardonner quand même la personne, sans besoin de lui dire, mais aussi potentiellement lui dire si elle est au courant qu'elle nous a blessés. Mais parce qu'à ce moment-là, la personne que tu pardonnes réellement, c'est pas la personne, c'est toi. Tu te pardonnes ta réaction vis-à-vis de ce qui s'est passé. Exactement, il y a les deux. Et c'est parfois, généralement, c'est même souvent le plus difficile. Hein. Ouais. Parce que c'est un peu comme... une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est j'ai une situation qui m'a fait du mal, c'est de la faute d'un tel, bon ok, je comprends que c'est de sa faute, je comprends que j'ai été blessé, je comprends si, je la pardonne. Mais en fait, on se pardonne pas. Et donc, ce qui fait que les réactions, à chaque fois qu'il y en aura, en fait, ça reviendra au même niveau d'impact. Et donc, constamment, c'est l'épée qui retombe, paf, paf. Donc, le plus dur, c'est de se pardonner soi-même des choses qui, parfois, ne dépendent pas de nous, mais nous ont malgré tout impacté. Exactement. Et parce que généralement, derrière, on se dit, oui, ça vient pas de moi. Et donc, on se décharge en se disant, si je pardonne à l'autre, c'est oublié. Alors qu'en fait, généralement, on accumule pour soi une certaine... Alors, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être de la culpabilité. Ça peut être parfois de la honte. Ça peut être de la colère. Enfin, généralement, ça peut être des sentiments assez négatifs. Et se pardonner de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a pensé, parce que parfois ça prend pas une tournure active, physique. C'est pas pourtant que ça n'a pas existé. C'est le plus difficile. Je suis plutôt d'accord. Et du coup, j'ai ce travail-là que je fais aussi constamment, parce que l'idée aussi, c'est de vous partager ici ce qu'on vit. Nous, c'est pas que les autres. C'est-à-dire qu'on reste humain et on grandit aussi. Et donc, on vous le partage. Et c'est vrai que ça, moi, je suis en plein dedans à vraiment essayer de réduire au maximum ça et avoir moins de perception négative vis-à-vis des gens. Et accepter aussi que le négatif fait partie de la relation. C'est mon cousin qui m'a dit ça une fois. On parlait de quelque chose qui était très important pour moi. Et c'est quelque chose que je ne lui avais pas partagé. Et il m'a dit quelque chose qui m'a heurtée. Il m'a dit, mais tu me l'as pas dit parce que tu avais peur de me le dire, ou est-ce que tu avais peur de ma réaction quand tu allais me le dire? Et en fait, c'était exactement ça. J'avais peur de sa réaction à lui. En fait, j'avais peur que quelque chose qui m'avait impacté ne l'impacte absolument pas. Et que ce soit pas important pour lui. Alors que lui est important pour moi. Et j'avais peur, en fait, de me dire que je ne représentais rien pour lui.
Et en fait, le fond du problème était là. C'est que je doutais de ça. Et donc, plutôt que d'affronter les choses et de lui en parler et de voir et de faire avec, et bah du coup, c'est même pas que je gardais l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est qu'elle était plantée en moi et que je n'arrivais même pas à la retirer. Non mais tu vois ? Sacrée image. Et il m'a expliqué, et je sais pas, ça m'est resté, il me disait, mais tu peux pas seulement me dire « ça va ». Et on a une relation totalement linéaire toute notre Platonique, vie, à se dire juste « oui, bah ça va, bah toi, bah ça va ». Et puis on creuse jamais, on va jamais en profondeur des choses parce qu'on reste juste sur ce plan superficiel, ça va et c'est tout. Il dit des fois, il y aura des bas, il y aura des moments où ça n'ira pas, où il y a des fois, peut-être même, on va traverser des choses qui seront négatives, mais c'est pour nous emmener plus haut. Et en fait, la relation, au lieu d'être ça toute notre vie, peut-être qu'à un moment, elle va être en deçà, mais après, elle ira plus haut. Et ça sera comme ça. Et c'est comme ça qu'on monte. Il y a un moment, si vous voulez donner une chance aux gens pour réellement créer une relation avec eux, il faut aussi savoir se montrer vulnérable. Et je pense, moi, c'est quelque chose qui est très dur pour moi. Je pense que c'est quelque chose sur lequel j'ai besoin de travailler et je ne vois pas la fin de ce chemin parce que, pour le coup, je pense que je suis qu'au début. J'ai beaucoup progressé avec certaines personnes, mais c'est vrai que j'ai toujours peur de me montrer vulnérable ou de faire confiance en me disant qu'en face, ça pourrait me retomber dessus. C'est fou, hein, ce paradoxe entre ma capacité de toujours accorder le bénéfice du doute à chacun et en même temps de me dire que moi, je n'y ai pas le droit. Tu vois ? Mais bon, c'est un travail de longue haleine. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, bah oui, des fois, il faut aussi des phases plus difficiles. Et c'est là où vous verrez vraiment votre entourage. C'est là où vous verrez si vous êtes au bon endroit et si ce sont les bonnes personnes qui sont autour de vous. Et alors, moi, je rebondis parce qu'il ne faut pas non plus que les gens s'arrêtent à ça. C'est très vrai. Mais n'attendez pas que les gens viennent vers vous. S'ils ne sont pas au courant que vous avez un problème, ils ne viendront pas en claquant des doigts. Tu as raison. Non, c'était pas pour... c'était en supplément. C'est important. C'est vraiment important. Parce qu'en effet, les gens... ça, c'est le 3e accord Toltec. Ne pas faire de suppositions. Les gens ne sont pas censés savoir ce que vous ressentez. Ils ne sont pas devins. Moi, j'aimerais bien. Ça ne s'appelle pas Madame Irma. Et vous ne pouvez pas supposer qu'ils le savent alors que vous n'avez jamais rien dit. Exactement. Et vous ne pouvez pas espérer que leur comportement s'adapte à votre étape de vie. À votre étape de vie, s'ils n'en ont aucune connaissance. C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un qui va vous heurter parce que, je vais donner un exemple dur, mais une femme qui fait une fausse couche, en tant que femme, vous faites une fausse couche, vous ne pouvez pas en vouloir à un tel qui va parler de bébé devant vous alors qu'il n'est pas au courant que vous avez fait une fausse couche. C'est un exemple. C'est vraiment, je tirais le trait volontairement sur un exemple qui est dur, mais c'est typiquement la réalité. On ne peut pas savoir à l'avance. Bien sûr. Et c'est OK. Et il faut savoir justement gérer ses émotions et savoir aussi se pardonner à autrui vis-à-vis de ça. Au même titre qu'on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui, s'il y a un désir de grossesse, qui a la chance de pouvoir enfanter, sous prétexte que vous, malheureusement, pour des raisons qui parfois même nous échappent totalement, ne pouvez pas. Parce que des fois, on reporte la colère sur d'autres, alors que les personnes sont totalement extérieures à ce que vous pouvez vivre. Et au même titre que c'est pas parce que vous êtes dans quelque chose de difficile qu'il faut empêcher les autres de dépasser ça. Dites-vous plutôt, elle a de la chance. Elle a de la chance de pouvoir, dans le cas de la fausse couche, elle a de la chance, elle, de pouvoir expérimenter ça et j'espère qu'elle en profitera au mieux. Voilà, c'est justement là où je voulais en venir, souhaiter le bonheur aux gens. Ouais. Bien sûr. Il y a assez de négatifs dans le monde, il y a assez de choses dramatiques. Et leur souhaiter du négatif ne vous apportera pas plus de bonheur de toute manière. Si au moins à votre niveau, à notre niveau, tous, tout un chacun, on est en capacité de souhaiter le bonheur aux gens, d'apporter le meilleur, de partager, d'aider, s'entraider, déjà ça fera un grand pas pour le monde, à notre petite échelle chacun. Donc
Ouais, restez pas axé sur le négatif, le mauvais, la haine, la colère. Non, allez chercher plutôt la gratitude, la reconnaissance, le partage, l'amour, le Clairement. bonheur, l'envie, dans le bon sens, etc. Ce sera Clairement. forcément Non, bon. mais clairement. Qu'est-ce qu'on est connectés, c'est fou! Incroyable. Incroyable. Alors, il nous reste 5 petites minutes. Est-ce qu'il y a un mot de la fin pour cette session? Bah là, je pense que c'était déjà très complet, hein. Oui, mais juste un petit mot. Qu'est-ce qui te ferait plaisir à Plein partager? d'amour et de gratitude. Ok. Voilà. C'était un mot de la fin efficace. Et qu'est-ce que je voudrais dire, moi, pour ce mot de la fin? Je dirais, aujourd'hui, on a parlé vraiment de beaucoup d'éléments. La croissance de soi, elle se fait par la relation qu'on a avec autrui. Et vous l'avez compris, aujourd'hui, on a globalement résumé que la relation avec autrui, elle n'est pas seulement ce que vous ressentez. Elle est ce que vous ressentez, ce que vous rendez compte que vous ressentez, et ce que ça vous permet de comprendre. Donc soyez reconnaissant envers toutes ces relations que vous pouvez avoir, bonnes, mauvaises, tout ce qui vous trigger, donc ce qui vous déclenche des colères ou des pas d'accord ou des jugements. Comprenez-les et servez-vous-en pour grandir. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. En tout cas, ça a été un plaisir de vous accueillir encore sur notre podcast. L'atoum. C'était un plaisir de vous recevoir sur notre podcast et on vous dit à très bientôt. Merci à tous. Ciao, ciao!